Bonsoir Philippe. Vous êtes journaliste, grand reporter. Le grand public, vous avez découvert dans le Petit Journal, puis dans Quotidien avec Yann Barthès. Depuis janvier 2018, vous avez lancé Combini News. Ce sont des reportages d'infos incarnés par vous aux quatre coins du monde qu'on peut voir sur Twitter, YouTube ou Facebook. Et là, vous revenez avec un nouveau documentaire. Ça s'appelle Les ailes de Mossoul, réalisé par vous et Chloé Rochereuil, mais c'est vous qu'on voit à l'image. 10 minutes en réalité virtuelle à 360 degrés, en haut, en bas, à droite, à gauche, à couper le souffle. Ça se regarde avec une sorte de masque, de hublot. Expliquez le principe technique. Le principe de la réalité virtuelle, c'est qu'on tourne avec une caméra qui a plusieurs objectifs tout autour et qui nous permet en fait de voir 100% de ce qu'on voit quand on se balade dans une ville ou quand on marche quelque part. On n'est pas comme avec une caméra 2D où on voit juste une facette de l'image. Voilà, on voit tout autour de nous, on peut tourner la tête. Et le principe de la VR, c'est de reproduire la sensation naturelle qu'on a quand on se déplace dans un décor à l'image. C'est-à-dire que le téléspectateur, la téléspectatrice va pouvoir, avec ce masque de réalité virtuelle sur les yeux, me suivre à Mossoul, tourner la tête à droite. S'il a envie de regarder à droite, il verra quelque chose. S'il veut regarder derrière, il verra ce qu'il y a derrière. En fait, c'est comme s'il était avec moi sur place, sur le terrain, et que je l'emmenais, je le prenais par la main pour lui montrer ce qui se passe. Mais alors il faut un masque. Moi je l'ai eu parce que vous me l'avez prêté, mais ceux à qui on prête pas un masque, comment ils font pour voir le sujet tel qu'il a été filmé? C'est un peu c'est l'exigence technologique de la réalité virtuelle, c'est qu'effectivement il faut un masque de réalité virtuelle. Alors il y a plusieurs types de masques. Il y a les masques professionnels, celui avec lequel vous avez dû voir le sujet, et puis il y a les masques qu'on peut fabriquer soi-même à partir d'un iPhone avec du carton. Mais nous on a voulu vraiment diffuser ce sujet-là qui est très impressionnant à l'image. On a voulu vraiment le diffuser sur du matériel professionnel. Donc effectivement, il faut avoir un masque Oculus pour pouvoir regarder ce reportage. Sur quel site on peut voir les images? Sur Combini, sur Facebook, sur les deux, sur quoi d'autre? Alors sur Facebook et sur Combini, il y a un extrait de ce reportage. On a fait une petite vidéo pour que les gens qui n'ont pas de masque Oculus puissent quand même découvrir le reportage. Mais pour vivre vraiment l'expérience d'immersion en réalité virtuelle, il faut un masque réalité virtuelle. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a quelques dizaines de milliers de personnes en France qui en sont équipées, mais on espère que dans les années qui viennent, il y en aura de plus en plus. Alors je vais vous le dire, c'est la première fois que je fais ce compliment. Je n'avais jamais vu un reportage comme ça. J'étais juste totalement bluffé. C'est sympa. La forme et le fond, parce qu'il faut raconter le sujet aussi. Ça se passe à Mossoul, ville qui a été détruite après le départ de Daesh à cause des combats, l'État islamique. Et vous avez choisi un reportage avec des images aériennes autour du parapente. Que vient faire le parapente à Mossoul? Déjà, j'ignorais qu'il y avait un club de parapente à Mossoul. Je ne sais même pas s'il y en a un à Paris. Je l'ignorais aussi. C'est vrai que Mossoul, pendant 3 ans, ça a été la capitale un peu de l'État islamique. C'est là-bas que Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, avait proclamé le califat. On se souvient de ces images. Et donc, cette population a vécu sous la terreur pendant 3 ans, a vécu des conflits, une violence hallucinante. Et la libération de la ville s'est faite au prix de dizaines de milliers de morts, de bombardements massifs de la coalition internationale dont la France fait partie. Et donc, Mossoul est, pour la moitié de sa vie, totalement détruite, il n'y a plus un seul bâtiment qui tient debout. Et nous, on n'avait pas envie simplement de raconter ça. Voilà, on avait envie de trouver l'espoir dans ce champ de ruines. Et on s'est tourné vers effectivement le club de parapente de Mossoul, parce qu'autour de Mossoul, il y a les montagnes du Kurdistan irakien, qui sont des montagnes très jolies, desquelles on peut décoller en parapente. Et donc, ce club existait avant Daesh. Pendant Daesh, il a dû disparaître, il a dû se mettre en sommeil parce que Daesh interdisait toute forme de loisirs, toute forme de musique. Le parapente en faisait partie, donc ils ont dû cacher les voiles, cacher leur matériel, enterrer dans le jardin les talkie-walkie, tout pour pas que Daesh mette la main dessus et surtout pour pas qu'ils se fassent exécuter. Donc évidemment, dès que Daesh est parti, la première envie de ces parapentistes, ça a été de reprendre l'air. C'est un peu un symbole pour nous de la renaissance de Mossoul, de ce retour de la liberté. Ils ont repris leur voile et ils sont partis survoler ce champ de ruines. Alors le contraste est assez saisissant entre la destruction totale de la ville et la joie de ces Mossouliotes qui, une joie toute simple, retrouvent du bonheur, de la joie de vivre en volant et en pratiquant à nouveau leur passion. Alors je dois le dire, et après j'arrête les compliments, j'avais vu des dizaines, de centaines de reportages sur Mossoul et sur l'Irak, si tant est qu'on puisse filmer là-bas. Je n'avais jamais vu des images de villes détruites comme ça. C'est absolument saisissant. Et là, on prend la mesure de la souffrance, et pardon de ce cliché très Miss France, de l'horreur de la guerre. C'est quoi leur but à ce club de parapente? Ils veulent vraiment être champions du monde ou c'est une blague? Allez, ça vous fait rigoler, vous y croyez pas? Non, ça ne me fait pas rigoler. Ils y croient, eux. En tout cas, ils veulent y croire, évidemment. Pour l'instant, leur niveau n'est pas au niveau des meilleurs mondiaux. Ils le savent. Mais ils veulent y croire parce qu'ils veulent s'accrocher à un espoir un peu fou de se dire qu'après les souffrances innommables qu'ils ont subies, ils peuvent aussi avoir un espoir qui n'est pas forcément très réaliste, mais un espoir auquel s'accrocher. Et ils ont surtout envie de montrer, de
participer aux compétitions internationales pour montrer au monde que Mossoul, c'est pas simplement l'État islamique, c'est pas simplement une ville détruite, c'est pas simplement la guerre, la souffrance, c'est aussi de la joie, c'est aussi des gens qui font du sport et qui sont contents d'avoir retrouvé la liberté. D'un mot, dans quelle mesure c'est détruit? Il y a de l'eau, l'électricité ou rien du tout? Alors, en gros, Mossoul est divisé en deux parties. La partie qui a été totalement détruite par les bombardements et par là où il n'y a plus rien. Daesh, là, il y a vraiment plus rien. Il y a d'ailleurs très peu d'habitants qui sont revenus parce que la plupart sont encore dans des camps de réfugiés. Il y en a beaucoup malheureusement qui sont morts. Donc, il y a un peu quelques familles comme ça qui habitent les ruines, un peu comme des fantômes au milieu de ces ruines. Et donc, non, il n'y a toujours pas eau, il n'y a toujours pas d'électricité. Il y a quelques groupes électrogènes, mais sans plus. On voit beaucoup de scènes de rue et vous interrogez où sont les femmes de Mossoul? Elles semblent avoir disparu, dites-vous. C'est une très bonne question. Où sont passées les femmes? Eh ben, on se pose cette question dans le reportage parce que c'est vrai qu'on a mais vous répondez pas. Ouais, non, mais parce qu'on n'a pas la réponse. En fait, oui on a passé une semaine sur place avec Chloé Rochefeuille et c'est vrai qu'on a vu que des hommes. Voilà, on a vu que des hommes dans cette ville détruite, une ou deux femmes de manière un peu comme ça entre deux tournages, mais on n'a pas vu de femmes. Et alors, une des réponses qu'on peut apporter, c'est que la majorité des femmes, semble-t-il, de Mossoul sont toujours avec les enfants dans des camps de réfugiés, ne sont toujours pas rentrées parce que tout simplement il n'y a pas de maisons dans lesquelles rentrer, il n'y a plus de maisons. Donc il n'y a que les hommes qui commencent à revenir petit à petit pour commencer la reconstruction, mais effectivement les femmes sont un peu absentes. C'est pas forcément la seule raison, c'est peut-être aussi parce que c'est une population qui sort de 3 ans d'occupation et d'horreur de Daesh, où les femmes étaient opprimées à un niveau qu'on peut pas imaginer, et donc elles ont peut-être encore peur de se montrer, de sortir dans la rue. Vous venez de citer le terme, et d'ailleurs dans le reportage, vous ne dites pas ou presque pas l'État islamique, vous dites Daesh, qui est un acronyme inventé par les Occidentaux. Pour quelle raison? Parce que c'est moins stigmatisant? Parce que en fait, Daesh, ça veut dire État islamique en arabe. Hein. Oui, mais eux-mêmes ne voulaient pas qu'on les appelle comme ça. Alors, ils voulaient qu'on cite leur nom en entier. Mais je suis pas en train de prendre leur défense. Non, mais... en tout cas, les habitants de Mossoul, eux-mêmes, appellent l'État islamique Daesh. Voilà, c'est en arabe le mot qu'ils utilisent pour désigner l'État islamique. Donc c'est comme ça qu'on a utilisé le mot. C'est l'instant mercato. L'an passé, à la même période, Hugo Clément, vous étiez en négociation avec Canal+ pour l'Access, ça s'est pas fait. Et cette saison, si j'en crois les gazettes, ça va même plus loin que ça. Vous allez partir sur France 2. Vous allez faire quoi sur France 2? Alors sur France 2, on va faire une série de 4 documentaires qui s'appelle Sur le front, qui est consacrée à l'environnement, au combat environnemental. C'est une volonté très forte du groupe France Télévisions de s'engager sur ces questions-là. Et donc je vais aller à la rencontre des différentes lignes de front sur la planète, où il y a des gens qui se battent pour essayer de sauver la biodiversité, de sauver des écosystèmes. On va leur donner la parole et puis moi je vais être, comme on dit, incarné, c'est-à-dire qu'on va me voir à l'image à la rencontre de ces personnes-là. Je cite France Télévisions, ces émissions proposeront aux téléspectateurs des solutions pour que ceux-ci s'engagent à leur tour, mais comment s'engager? S'engager, il y a des dizaines de Je veux dire le sens de ma question, en fait, où je veux en venir. Est-ce qu'on n'essaie pas de faire culpabiliser les gens et toujours les mêmes? Non, je pense pas. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Maintenant, on est toutes et tous plus ou moins conscients de l'urgence et de ce qui est en train de se passer. Et il y a des dizaines de manières de s'engager. La première des manières, c'est déjà de s'informer, de savoir ce qui se passe. C'est la base de tout pour moi. Si on ne sait pas ce qui se passe, si on n'a pas les chiffres, si on n'a pas les situations, on peut pas faire. Et surtout, c'est important de montrer les gens qui font. Voilà, c'est ça aussi l'objectif de ces émissions-là, c'est de montrer que à chaque fois qu'il y a une situation de crise écologique, il y a des gens qui, parfois au péril de leur vie, décident d'agir. Et le but, c'est de montrer aux gens comment ils font. D'un mot, il nous reste 30 secondes. À la rentrée, vous allez à la fois travailler pour France 2 et pour Combini, ou faire un choix? Non, je vais travailler simplement pour France Télévisions, pour France 2 pour les documentaires en prime time sur l'environnement, et pour France Télévisions sur le numérique, où je proposerai aussi des sujets exclusivement tournés pour le numérique.